Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h23, on est très heureux d'accueillir la lauréate du prix du livre de l'économie 2021, prix décerné hier par Bruno Le Maire d'ailleurs, à donc Joël Toledano pour ce livre GAFA, reprenons le pouvoir. Évidemment, c'est un livre immensément d'actualité, notamment avec l'arrivée de l'administration Biden. On va voir si ça modifie le rapport de force entre l'Europe et les États-Unis. Joël Toledano, bravo déjà, félicitations. Merci beaucoup. Une première question, juste, c'est pas marqué GAFAM, vous avez écrit GAFA sur votre livre. Enfin, j'explique dans le livre pourquoi. Effectivement, ce livre, il parle essentiellement du pouvoir de marché, de la régulation privée mis en place par un certain nombre d'acteurs. Et là, c'est les GAFA. Le Microsoft n'est pas dans cette accusation-là. Écoutez, un certain nombre d'observateurs vous diront que comme ils ont été dans cette observation-là à la fin du XXe siècle, ils ont un peu été les grands brûlés de l'antitrust et que, évidemment, on trouvera toujours à redire face aux acteurs très puissants, très riches, etc. Mais qu'ils ne sont pas au cœur de ce que j'essaye de proposer, développer. Alors l'arrivée de Joe Biden à la tête des États-Unis depuis hier, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que finalement les États ont un pouvoir par rapport à ces GAFA? Ah oui, ils ont un pouvoir. En tout cas, quand ils décident à l'exercer, ils sont, je pense, capables d'avoir un pouvoir. Et les États, enfin, et Biden et les États-Unis encore plus. C'est quand même ce sont des entreprises américaines. Il y a des signes encourageants. On a entendu la nouvelle secrétaire au Trésor dire que les États-Unis pouvaient avoir un intérêt aussi à ce qu'il y ait une réflexion sur la taxation des GAFA. Et puis il y a ces procès antitrust qui sont démarrés. Est-ce que les choses vont changer? Écoutez, à court terme, ce qui va changer fondamentalement, c'est l'ambiance, si je puis dire, et la façon dont tout ça va être débattu. Mais on a eu aux États-Unis, en gros, de la part du Congrès, un diagnostic à peu près identique à ce que fait, par exemple, la Commission européenne. Donc sur le diagnostic, on est, depuis maintenant, en gros 2019, sur un diagnostic partagé. Sur les solutions, je pense que c'est très très différent quand vous parlez des États-Unis ou quand vous parlez de l'Europe. Ce qu'il faut, ce que vous dites qu'il faut faire, c'est s'attaquer au modèle économique de ces GAFA, regarder entreprise par entreprise, déjà pas forcément les mettre dans le même panier, et puis marché par marché. Absolument, parce que en réalité, quand vous regardez comment ces acteurs ont pris le pouvoir sur chacun des secteurs sur lesquels ils sont, ils l'ont fait avec des modèles économiques absolument différents. On a l'habitude un peu de résumer, toujours en parlant des données. Mais Amazon n'est pas rentré sur le e-commerce avec les données. Je ne dis pas qu'ils ne s'en servent pas. Mais c'est même l'accusation, une des accusations qui pèse sur eux, voilà, de s'en servir pour court-circuiter la concurrence de la marketplace. C'est pas le seul moyen qu'ils utilisent. Mais il y en a bien d'autres. Mais en tout état de cause, chacun d'entre eux a un modèle économique dans lequel il a inséré toute une série d'entreprises qui en bénéficient, qui sont parlés aux acteurs qui sont sur la place de marché. Évidemment, ils ont bénéficié de ça, mais aussi maintenant, ils sont sous leur coupe dans un monde qui est particulier, qui n'est pas le même que celui de Google, que celui d'Apple, etc. Ce qui est diabolique, évidemment, ce que vous expliquez chez les GAFA, si je peux dire, c'est que ce sont des ovnis économiques, c'est-à-dire qu'ils ont créé des écosystèmes où plus ils deviennent gros et dominants, plus les consommateurs ont envie qu'ils soient encore plus gros et dominants pour que la communauté soit de plus en plus grande. Vous avez cet aspect-là, et puis plus ils verrouillent cet ensemble dans lequel il est de plus en plus difficile de sortir. Quand vous voyez les dernières évolutions de ce que vous propose Google dans son moteur de recherche, il cherche à vous garder chez lui, il vous envoie chez YouTube, il vous envoie ailleurs, etc. Dans son écosystème. Dans son écosystème, après avoir fait la promesse de l'ouverture sur le monde. C'est comme Apple, qui vous envoie vers sa musique, vers ses films. Exactement. Donc du coup, vous êtes quand même très lucide, vous dites les Américains, bon effectivement ils ont le même diagnostic que nous, mais enfin d'abord ça va prendre 10 ans, le procès antitrust, ça l'a pris pour Microsoft. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement en Europe aujourd'hui si on veut ne pas être naïf ? Si on veut ne pas être naïf, il faut mettre en place une régulation qui non seulement s'attaque, si je puis employer cette expression-là, aux pratiques qui
de type abus de position dominante qu'on a bien identifié, mais qui en plus, en introduisant une régulation qu'on appelle asymétrique, c'est-à-dire permettre le développement d'acteurs européens ou autres, comme on a été capable de le faire, si vous voulez, dans les télécoms. Si on s'était contenté d'empêcher Orange de ne pas faire, si je puis dire, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, il aurait gardé, évidemment, ses marchés, parce que c'était trop dur de rentrer, c'est trop coûteux. Si vous dites à quelqu'un, le marché est ouvert dans les télécoms, allez-y, alors qu'il n'a pas la moindre infrastructure, il n'y arrive pas. Comment on a fait pour Orange, concrètement ? Concrètement, d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant. Le début de la régulation des télécoms a été, d'une certaine façon, un échec. C'est-à-dire qu'on a mis en place une régulation tatillonne qui faisait que celui qui organisait tous les jours la concurrence, ou tous les ans, si je suis plus honnête, c'était effectivement le régulateur en fixant les prix de gros d'Orange. Et puis est arrivé le dégroupage qui, là, avec le haut débit et la DSL, etc., on a accompagné la possibilité pour les concurrents d'Orange de rentrer sur ce marché par une régulation qui permettait, d'ailleurs on appelle ça l'échelle des investissements, progressivement de faire monter sur l'échelle ces nouveaux acteurs qui au début n'auraient jamais, par exemple, Free ou SFR, ne pouvaient pas couvrir 100% du territoire avec leur propre force. Donc, la possibilité d'utiliser l'infrastructure, par exemple, de l'opérateur historique. Et donc, progressivement, ils ont pu effectivement grandir, et il faut faire pareil. Donc, il faut créer... Évidemment, au XXIe siècle, c'est-à-dire, là, c'est plus des infrastructures physiques qu'il s'agit effectivement d'ouvrir, donc en devenant enfin... au niveau public et dans toute une série d'universités, par exemple, très compétents sur les algorithmes pour comprendre ce que ces acteurs font. Si vous voulez, la pire chose, c'est qu'en réalité, ce monde est totalement opaque. Totalement opaque, oui. Et donc, il faut évidemment le rendre transparent, mais pas avec des rapports, puisqu'il faut le rendre transparent en comprenant les algorithmes. Les directives européennes, les deux présentées par Thierry Breton, vont dans le bon sens ? Ils vont dans le bon sens, mais c'est pas encore tout à fait ça. Bien, mais peut mieux faire. Allez, Joël Toledano, GAFA, reprenons le pouvoir. Si vous voulez comprendre les enjeux des prochaines années, on vous recommande ce livre. Merci beaucoup.